Bonjour, excusez-moi. Vous êtes chasseur alpin? Oui, nous sommes chasseurs alpins. D'accord, donc à ce que je vois, vous préparez une sortie de randonnée, c'est bien ça? Voilà, on se prépare, on va faire le mont Chaberton, 1400 mètres de dénivelé. Très bien. Un but précis pour cette sortie? Le but, entraînement physique, foncier, technique, avec mes deux jeunes, afin qu'ils deviennent bons chasseurs alpins. Ah, parce qu'il y a des bons et des mauvais chasseurs? Bah ouais, c'est sûr. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. D'accord, selon vous, quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Le bon chasseur, lui, il a qu'un seul défaut, alors que le mauvais chasseur a 9 défauts. Lors d'un déplacement à plat sur piste, les bâtons du mauvais chasseur sont mal réglés, trop courts ou trop longs, et il soulève ses skis. Pour devenir un bon chasseur, il devra régler ses bâtons de manière à avoir le bas du poignet au niveau du sternum. Il veillera aussi à ne pas lever ses skis en privilégiant la glisse pour éviter toute fatigue inutile. Lors d'un déplacement toute neige, non seulement le mauvais chasseur soulève ses skis, mais il marche également en canard. Le bon chasseur, lui, se déplace ski parallèle tout en évitant de les lever. Ces mouvements parasites génèrent fatigue et douleurs superflues. Le virage pas tournant permet de changer de direction sur un relief peu accidenté. Le mauvais chasseur va d'abord tourner son ski intérieur, provoquant le chevauchement sur le ski extérieur. Le bon chasseur, lui, va faire pivoter son ski extérieur en premier. Ainsi, lorsqu'il ramène son ski intérieur, rien ne perturbe la progression. Le virage conversion amont permet le changement de direction sur un terrain accidenté et pentu. Le bon chasseur met ses skis perpendiculaires à la pente, a de bons appuis grâce à ses bâtons et fait tourner facilement son ski. Le mauvais chasseur glisse dans la pente, s'équilibre mal avec ses bâtons, doit faire un gros effort pour amener sa jambe aval. Donc, pour faire une bonne conversion, placer ses skis perpendiculaires à la pente, réaliser une plateforme, s'équilibrer avec les bâtons, après avoir fait pivoter le pied amont, le ramener au plus près de l'hôte. Effectuer un transfert d'appui sur la jambe amont, tendre la jambe aval tout en effectuant un claquement de talon, puis faire pivoter le ski vers l'intérieur pour le ramener parallèlement au premier. Le virage conversion amont évolué permet un changement de direction plus rapide. Alors que la conversion classique est utilisée pour des personnels novices et lourdement chargés, la conversion évoluée correspond à un personnel plus entraîné et moyennement chargé. Le bon chasseur place directement son ski dans l'inclinaison de la future trace. Le fait de rapprocher ses pieds ne nécessite pas d'effort inutile pour ramener le ski aval. Le mauvais chasseur ne se positionne pas suffisamment loin dans le virage. Il est obligé d'écarter les jambes pour conserver la trace. Le transfert d'appui nécessite une grosse dépense d'énergie inutile. Cette conversion bien maîtrisée permet de garder de la fluidité dans le détachement. La conversion aval est utilisée pour changer de direction en pente raide quand la conversion amont n'est plus possible. Le mauvais chasseur s'entête à vouloir passer en conversion amont. Il a du mal à faire pivoter ses skis, se met en déséquilibre arrière, pouvant entraîner une chute avec un sac lourd. Le bon chasseur met ses skis perpendiculaires à la pente, réalise une plateforme pour faciliter le retournement. Il prend appui sur ses bâtons,
fait pivoter le ski aval, puis fait tourner le ski amont autour de la cheville pour ramener son ski parallèle. La descente avec les pots permet de perdre du dénivelé sans enlever ses pots. C'est souvent un élément technique sur lequel on perd des délais lorsqu'il est mal réalisé. Le bon chasseur fléchit légèrement les jambes, est équilibré sur ses skis et anticipe les mouvements de terrain. Le mauvais chasseur est souvent trop à l'avant ou à l'arrière. Les talons non verrouillés ne pardonnent pas le passage du centre de gravité sur l'avant. Monter dans le raid peut permettre de franchir une bosse ou rester sur un bord de piste sans avoir à effectuer des traversées. Le mauvais chasseur est trop penché vers l'avant. Souvent sur la pointe des pieds, il perd l'adhérence et ne se sert pas assez de ses bâtons. Le bon chasseur répartit son poids sur ses skis afin d'avoir un contact maximum entre la peau et la neige. Il réduit sa foulée et appuie sur ses bâtons. L'utilisation des dragons diminue une crispation des mains sur les poignets. Si la pente est trop raide, le bon chasseur n'hésitera pas à mettre les cales. La traversée sur neige dure nécessite une attention particulière afin d'éviter une chute qui peut s'avérer dramatique. Le mauvais chasseur a du mal à conserver la trace, l'obligeant à compenser énormément avec la jambe amont. Le bon chasseur marque le pas en posant ses skis grâce à un judicieux équilibre entre prise de quart et accroche de la peau. Si la neige est trop dure, le bon chasseur n'hésitera pas à mettre ses couteaux. Si j'ai bien compris, les qualités d'un chasseur alpin ne se résument pas qu'à la qualité physique. Ah bah non, il faut être technique, hein, parce que le but, c'est pas d'arriver en haut rapidement. Le but, plutôt, c'est de pouvoir arriver frais et d'effectuer sa mission. Donc tenir un col, surveiller, observer. Voilà ce que c'est le métier de chasseur alpin. Et le défaut alors du bon chasseur, quel est-il? Allez, vas-y. Bah, je suis parisien, monsieur. Afin de faire progresser nos chasseurs, voici un petit panel d'exercices qu'il est possible de mettre en place. Là, nous trouvons l'atelier Gymkhana, donc un petit atelier d'environ 3-4 minutes qui permet de faire progresser nos jeunes chasseurs alpins en reprenant toutes les techniques du ski de randonnée. Donc, on voit une petite descente traversée avec les pots de phoque, un pas tournant. Nous attaquons sur une montée où nous allons voir les différentes conversions qu'on a pu voir, aussi bien amont que aval. Un parcours fagnonné de préférence dans un endroit propice. Alors au départ, il est bien de leur faire passer sans sac, voilà, pour qu'ils puissent avoir le centre de difficulté, disons. Et dans un second temps, on peut prendre le sac pour permettre de peaufiner au niveau des équilibres et de voir la différence. Après, le chronomètre, c'est bien de le rajouter à la fin, éventuellement pour faire un petit challenge entre les stagiaires. Donc atelier du fagnon. Donc cet atelier, ça permet de travailler le cardio aussi. On va travailler le 30-30 sur cet exercice. Enfin le 30 avec plus de récup. Bravo, voir. Prêt. Donc là, chaque personne part avec un fagnon dans la main, dans la direction de la pente. Il monte, au coup de sifflet, il plante son fagnon. Il redescend, il récupère, il se remet en ligne. Et le but du deuxième passage, c'est de monter le fagnon le plus loin possible. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez répéter ça plusieurs fois, environ une dizaine de fois, en laissant pas mal de récup pour que les gens puissent travailler à fond le fractionné. Donc l'atelier relais par équipe. Donc c'est un exercice qui permet de faire travailler le fractionné d'un côté ludique. Parce que, généralement le fractionné c'est pas très ludique. Donc là être en équipe de 2, ça permet de se tirer un peu la bourre et de travailler le cardio. Top. Ouais. Allez. Donc ils se mettent en équipe de 2. Au niveau des équipes, suivant la place, vous pouvez aller de 2 à 10 équipes. Un petit parcours d'environ 30-40 secondes de montée. Et y arriver à un piquet, ils tournent, ils redescendent, ils passent le relais à leur camarade qui lui part à la suite, et ainsi de suite. Vous pouvez faire
maximum 6-7 boucles par personne. Donc ici nous sommes à l'atelier recherche DVA et contre-la-montre. Donc comment ça se passe? Ici 2 ateliers en un. Le personnel part sur une recherche DVA, un périmètre de 50 par 50. Le larva est caché à 50 cm de profondeur. Il part avec la sonde, il sonde le plateau. Une fois qu'il y a le feu vert de l'instructeur, il récupère son sac à dos et part sur un parcours. Le chronomètre s'arrête au sommet du parcours, environ 30 à 40 minutes d'exercice. Il est préférable de faire partir le plus faible physiquement en début d'exercice et le plus fort physiquement à la fin. Ça permet de créer une certaine émulation au sein du groupe.